Bienvenue dans le journal de vuedailleurs.com. Vuedailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un média. Actualité, santé internationale, politique, économie, sociale, espace. Vous retrouvez des articles sur tous ces sujets. Et bien dans cette séquence, on va mettre un petit coup de projecteur sur quelques articles qui portent sur des sujets variés, mais soulignent de manière variée les tendances à l'œuvre sur la scène internationale. On commence par l'actu internationale avec cet article que vous retrouvez sur le site de vuedailleurs.com qui évoque l'utilisation par la Chine de puces électroniques. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est un directeur d'école primaire dans le sud-est de la Chine qui a décidé d'incorporer des puces sur l'école, les chemises de ses élèves afin de les surveiller. Alors la puce est détectée dès l'entrée dans l'établissement des jeunes enfants et puis leurs trajectoires sont tracées, surveillées. Toutes ces données sont transmises à une plateforme qui est disponible, accessible par la direction, l'administration de l'école, mais également les parents d'élèves. Alors tout cela est fait au nom de la sécurité, mais il faut dire que ça interroge. Dans un instant, on passe à une actualité française peut-être plus réjouissante. Dans la rubrique de l'actualité française sur le site de vuedailleurs.com, ce portrait de Sandrine Rousseau. Il y a encore 4 mois, elle était quasiment inconnue du grand public, mais cette candidate dans l'élection écologiste prônait depuis le début de sa campagne une écologie sans concession. Alors maintenant, les jeux sont faits et on sait que c'est Yannick Jadot qui représentera les écologistes, mais revenons à travers cet article sur cette personnalité, cheveux courts, grisonnants, lunettes à fine monture. Cette vice-présidente de l'université de Lille et qui est économiste de métier a incarné la radicalité dans son style comme tout au long de la campagne. Il faut savoir qu'elle est combative, stratège et elle se présente comme une écoféministe puisque la cause féministe lui est chère également. Alors, personne ne l'a vue arriver lorsqu'elle a remporté son ticket le 19 septembre pour la primaire pour le second tour de la primaire des écologistes. Et il faut simplement savoir que cette femme, Sandrine Rousseau, n'est pas une inconnue pour la politique. C'est une économiste de 49 ans qui n'est pas une débutante puisque elle est entrée en politique en 2009. Née de parents contrôleurs des impôts et militante de gauche, elle est née en 1972. Alors finalement, c'est Yannick Jadot qui représentera qui sera le candidat des écologistes puisqu'il a obtenu un score de 51% contre 49% pour Sandrine Rousseau. On passe maintenant à un autre volet de l'actualité, à l'actualité économique. Restez avec nous. Et si l'emballage était de l'art? C'est finalement la question que pose Christo, cet artiste bulgare qui, ces dernières semaines, a emballé l'Arc de Triomphe. Vous retrouvez cet article sur l'emballage des monuments et sur l'Arc de Triomphe sur le site de vuedailleurs.com. Alors, c'est un voile plissé de 25 000 m², 7 000 mètres de corde rouge et puis des équipes qui montent en l'air pour installer la structure. Voilà ce qu'on a vu à l'Arc de Triomphe. Vous l'avez peut-être vu en traversant la place de l'Arc de Triomphe avec un des principaux monuments français totalement emballé. Alors Christo, ce n'est pas la première fois qu'il réalise une telle œuvre d'art. Il a déjà recouvert le Pont Neuf, le Reichstag de Berlin et puis il s'est illustré également à l'étranger. Mais c'est depuis le 18 septembre que l'Arc de Triomphe est emballé. Je vous invite à voir ce que ça donne. Voilà, c'était quelques infos, une sélection d'articles du site de Vue d'ailleurs. On va maintenant faire un focus sur l'économie parce que ça aussi, c'est présent sur le site de vuedailleurs.com.
Bonjour à tous, on est maintenant sur la rubrique actualité économique et sociale du site vuedailleurs.com et nous avons la chance d'accueillir un invité de poids puisque Jean-Marie Cambacérès, pour nous résumer son pédigré, c'est pas facile, c'est trop long, mais on peut citer le fait qu'il a été ancien député socialiste du Gard, ancien conseiller régional de Languedoc-Roussillon, président fondateur de l'association France-Asie, mais surtout président du Club des 12, Jean-Marie Cambacérès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Je n'ai cité que quelques faits d'armes, mais effectivement, aujourd'hui, en tant que président du Club des 12, vous avez des choses à dire puisque vous avez fait un manifeste. Oui, effectivement, alors, le Club des 12, pour les amis qui nous écoutent, on avait créé ça il y a une dizaine d'années. C'est pour ça qu'il y a le mot 12 en 2012 pour aider François Hollande. Bon, maintenant nous ne parlons pas à sa place, mais pour garder ce réseau d'amis, nous sommes dans toutes les régions et nous avons effectivement travaillé depuis plus d'1 an à un manifeste. Donc nous avons beaucoup de propositions, beaucoup de réflexions sur l'avenir de la France. Alors, des propositions sur la France, quelles sont les grandes lignes? Alors, si vous voulez, l'idée, j'étais aussi président de la commission des affaires étrangères au CESE, Conseil économique et social et environnemental. Et là, j'ai appris sur la méthode beaucoup de choses. C'est-à-dire que je pense que quand j'ai vu beaucoup d'amis qui disaient, ou des groupes politiques qui donnaient, on va faire telle chose, bon, 150 propositions, 100 propositions. À mon avis, ce n'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de co-construire avec les gens. Et donc, on a plutôt mis des méthodes. D'abord, on a une réflexion globale. C'est pas des propositions comme ça, c'est une centaine de pages pour un projet d'avenir. Et uniquement des propositions qui s'intègrent là-dedans. Et des propositions de méthode. Je vous prends par exemple un exemple. Pour l'environnement. Bon, il y a une crise environnementale, c'est évident. Depuis la COP21, il ne s'est pas fait grand-chose. Bon. Et donc, nous proposons qu'il y ait un club mondial de la société civile, qui soit tout le temps permanent, et qui donc aiguillonne tous les États. Vous voyez ? Donc, on ne dit pas il faut faire ça, ça et ça demain, parce que bon, c'est pas pareil dans tous les pays et tout. Mais si on avait quelqu'un qui aiguillonne les États, je crois que ça serait une bonne méthode. Est-ce que la co-construction, ça veut dire également coalition, travailler à plusieurs, ou non? C'est vraiment une question il faut qu'il y ait des échanges? Alors, les deux. Si vous voulez, en amont, c'est plutôt les échanges. Et puis, si ça se fait ou si ça ne se fait pas, quand il y aura eu les élections, bon, ben, comme en Allemagne en ce moment, ben, on discute pour arriver à faire un programme de gouvernement. Et donc, il peut modifier telle ou telle proposition en fonction de la coalition que vous faites. Mais il y a les deux. Il y a vraiment en amont avec les citoyens. Parce qu'on les oublie souvent. Dans le débat actuel, le mois dernier, moi j'ai vu, par exemple, honnêtement, je pense que tous les partis, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils donnent l'impression aux Français de parler entre eux. Et nous, au contraire, avec le manifeste, maintenant on va faire beaucoup de réunions en région, on va essayer de parler aux Français. C'est vrai, comment intéresser les Français? C'est la question qu'on s'est posée quand on a vu les niveaux d'abstention lors des dernières élections. Et vous avez écrit cet article pour le vuedailleurs.com qui parle de l'enjeu de la démocratie. Et elle est en péril? Oui, moi je pense que très sincèrement, on parlait de la crise environnementale, la crise sanitaire, bien sûr, la crise sociale, mais il y a une crise vraiment démocratique. Quand vous avez plus de 70, 75, chez les jeunes 80% de gens qui ne votent pas, qui n'adhèrent pas au système, bon, le système, on se dit c'est rien, il peut y avoir révolte. Oui, voilà, il peut y avoir, pas dramatiser, dire un coup d'État, mais petit à petit, des gens qui disent écoutez, tout ça, ça ne sert plus à rien, donc on va décider nous-mêmes. Vous voyez, donc moi je crois qu'il faut vraiment faire des mesures très très importantes pour la démocratie. Alors, à 3 niveaux. Oui. Bon. Je pense qu'il y a un niveau institutionnel. Bon, la Ve République, cette monarchie républicaine, il faut la modifier. Donc moi, dans le manifeste, on proposera, mais c'est pas le Si, qu'est-ce que vous proposez? C'est intéressant. Quel type de réforme? Alors, on propose par exemple la suppression du Premier ministre. Je crois que, bon, il faut dire ce qui est, bon, on le voit bien tous les jours. C'est surtout infusible, quoi. Voilà, le président, donc il n'y a qu'à mettre un vice-président, il n'y a qu'à faire une élection avec un tandem, et puis supprimer le Premier ministre. Par contre, il faut donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, si vous supprimez le Premier ministre, vous donnez plus de pouvoir au président, puisque c'est lui qui aura le gouvernement. Bon. Par contre, il faut lui enlever le droit de dissolution, mais au président. Ok. Voilà. Et donc, l'Assemblée, elle est élue et elle négocie avec le président
pour le budget, par exemple. Et après, le reste du temps, c'est le président qui décide, c'est lui qui a été élu. Il n'y a quand même pas souvent de dissolution. Donc quand même non, mais c'est sur le principe. Vous voyez, c'est un peu comme le 49-3. C'est symbolique. Le 49-3 aussi, on ne peut pas dire qu'on l'emploie tous les jours. Mais on sait qu'il y a le... Voilà. Les socialistes sont pas mal employés. Oui, non, mais il n'y a pas... Bien sûr. C'est ce qu'on reproche des fois. Mais il est prévu par la Constitution. C'est vrai. Tandis que si on l'enlève le 49.3 aussi, nous on a prévu de l'enlever aussi, sauf pour le budget, parce qu'il faut, si jamais... Mais alors, ça c'est une des premières propositions. Après, on va mettre un peu de proportionnel aussi, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont très mal représentés. Donc ça aussi. Et si vous le mettez d'une manière différente, et que l'exécutif dépend vraiment du président, vous pouvez vous permettre d'avoir un peu de proportionnel. Vous voyez ? Bon. Alors, et s'il y a la proportionnelle, alors, par exemple, l'extrême droite monte, on l'entend déjà pas mal. Oui, mais ça c'est pas très grave. Quel autre parti ? Mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est le vote des citoyens. Ouais. Mais je pense aux radicaux, je pense à certains écologistes. Mais ça, c'est pas grave. On ne casse pas le thermomètre quand on est malade. On prend la température et on essaie de régler. Moi, ça ne me dérange pas que le Front National soit mieux représenté ou que l'extrême gauche soit mieux représentée. Ça ne me dérange pas. Après, on voit ce qu'ils font à l'Assemblée, les Français jugent. C'est-à-dire, quand ils n'y sont pas, ils ont toujours cet argument de dire « Ah, on est brimé par le système. » Vous voyez ? Donc, quelques réformes constitutionnelles, on ne va pas en parler longtemps. Mais après, les régions. Je crois qu'il faut une grande décentralisation parce que les gens veulent maintenant que les décisions se prennent plus proches de eux. Or, ce qu'on a vu dans le dernier quinquennat, là, maintenant, avec le président Macron, c'est qu'au contraire, l'État fait de la déconcentration. Alors les gens mélangent un peu, mais déconcentration, c'est l'État. Alors on donne plus de pouvoir au préfet, mais c'est l'État. Et on reprend, par exemple, on reprend des impôts aux régions. Donc les régions n'ont pas vraiment cette importance. Qu'est-ce qu'il faudrait leur donner, leur attribuer comme pouvoir ? Pratiquement tout, sauf le régalien. C'est-à-dire l'économie, le social, le culturel. Vous voyez. Parce que comme en Allemagne ou en Espagne, vous voyez, où il y a les grands landers, même le financement des projets économiques, et surtout la coordination. Que tous les départements, les grosses communes, fassent pas. Bon. Ça, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième, c'est les citoyens. Moi, je crois que la démocratie représentative, il faut la garder, attention, il faut la garder. Mais elle doit être complétée entre les 5 ans, parce que les Français votent pour 5 ans, soit le président, soit l'Assemblée, et après, ils ne votent plus. On ne leur demande plus leur avis. Donc, faire des essais avec le tirage au sort, les pétitions citoyennes, à mon avis, ça me paraît une très très bonne chose. Par exemple, au Conseil économique et social, on avait regardé les pétitions citoyennes qui se faisaient en France. Et on en a vu avec des milliers, par exemple, sur les déserts médicaux. Bon, mais on a reçu les gens qui avaient fait ces pétitions, vous voyez, on les a écoutés, on a co-construit avec eux une proposition pour le gouvernement. C'est beaucoup plus intelligent que de faire des pétitions puis qu'ils se perdent. Ça donne une proposition de loi ou... Alors ça, après, c'est au gouvernement. Oui, ça peut être une proposition de loi. Là, je ne sais plus où ça en est, puisque moi, je n'y suis plus. Mais effectivement, l'idée, c'est que ça peut devenir une proposition. Alors, le tirage au sort, disent certains, ça peut remplacer. Non, ça ne pourrait pas remplacer, mais ça peut donner une voix. Alors, vous savez qu'il y a eu la convention citoyenne. Bon, en fait, aussi par le président Macron. Mais on peut dire qu'elle a échoué. Bon, à la fois ceux qui y participaient n'étaient pas contents et les autres non plus. Pourquoi ? Il y a deux raisons. C'est pas pour jeter l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du bain, je veux dire. Parce que l'idée n'est pas mauvaise de tirer au sort pour écouter des gens différents. Mais c'est qu'on leur a dit, vous êtes des conventionnels. On l'appelait convention. Et ça, c'est pas vrai. Une convention, c'est la révolution, ça veut dire que l'Assemblée ne prend plus de pouvoir, le gouvernement non plus. Bon, ça a été la première erreur. Eux, ils l'ont cru, puisqu'on leur avait dit. Deuxième erreur, on leur a dit, on prendra tout sans filtre. Ça a été le contraire. Parce qu'il y a l'Assemblée, il y a le gouvernement, il y a le Conseil d'État. Bon, toutes les propositions passent par des filtres. Et donc tout ça, ça crée des malentendus des deux côtés. Mais je crois qu'il faut quand même aller un peu aussi vers là. Vous voyez, 3 niveaux. Quel bilan faites-vous à ce stade du mandat du président Macron ? Ben écoutez, bon... Tout bilan, que ce soit le président Sarkozy, président Hollande ou le président Macron, il y a eu du bon et du mauvais. Hein. Bon, nous, on dit que dans le mandat du président Hollande, par exemple, il y a eu beaucoup de bons, alors que tout le monde le critique, il y a du bashing. Voilà. Actuellement, je dirais que, honnêtement, c'est pas très bon. C'est pas très bon, ni sur le plan intérieur, ou sur le plan économique, social. Bon, bien sûr, il y a eu le Covid.
Je crois que un peu ça va le sauver dans les débats. Ils vont dire ça va mal parce qu'il y a eu le Covid. Mais quand on regarde juste avant le Covid, la France, la croissance était en baisse. Vous voyez, la société était fracturée. Il y a eu beaucoup de décisions non sociales, mettant des inégalités fiscales notamment. Bon. Et sur le plan international, on nous annonçait la France is back. C'était un terme que je n'aimais pas parce qu'elle n'était jamais partie. Hollande a été très présent avec la COP21 en Asie, au Mali, etc. Et donc, on s'aperçoit, en tout cas les derniers mois, vous voyez, avec le Liban, les sous-marins de l'Australie, le départ d'Afghanistan, que la France, en fait, elle est plutôt out. Et donc, je crois que là aussi, il faut reconstruire une perspective pour la question internationale. Merci beaucoup, Jean-Marie Cambacérès, pour ce point sur l'actualité politique et internationale. Il était plusieurs années président de la Commission des Affaires étrangères du CESE, ancien député socialiste du Gard, et plein d'idées pour aujourd'hui et pour demain. Merci d'être passé par le studio de TV Finance. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.